Merci. Merci. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Soyez un peu sérieux le matin parce que Tom Kazak nous écoute. C'est qui Tom Kazak? Il nous écoute Tom Kazak, c'est normal, il veut savoir si ça passe. Comme Audrey. Ah, oui, quand il y a la réflexion, comme quoi c'était pas passé, je crois pas. Comment ça? Tom Kazak n'est pas passé hier. Si, il est passé. Hier, il est passé? Oui. Ah, d'accord. Mais il passe pas tous les jours quand j'en ai. Non, c'est en début de semaine qu'il est pas Eh, passé. c'est bon ce qu'ils font, hein. Et bah, faut y aller alors, vas-y. Ouais, je pense que je vais essayer d'y aller. Vous y allez tout à l'heure, puis vous nous ramenez plein de trucs. Ça marche. Genre de mission très agréable. On s'occupe de la bouffe. Y a rien de nouveau sur la circulation, tu peux annoncer. Les autos aussi, qu'est-ce qu'il Le DJ producteur Kaigo remixait YouTube. Kaigo était hier et avant-hier au Zénith de Paris. La matinale 8h48. Bienvenue, il est l'heure, pas tout de suite. Dans 40 secondes, de vous offrir encore une fois de nombreux cadeaux 01 34 12 12 22. Merci de vous réveiller avec nous. Aujourd'hui, c'est le vendredi 16 février 2018. Solène, dernier point météo pour cette matinale. Aujourd'hui, il y aura des éclaircies qui seront au rendez-vous toute la journée. Ce matin, notez tout de même un peu de brouillard, pas bien méchant, puisqu'il se dissipera en fin de matinée. Et cet après-midi, du soleil, comme je le disais, mais parsemé de nuages. Côté température, elles sont largement positives et continuent de grimper aujourd'hui. Ce matin, il fera entre 2 et 5 degrés. Cet après-midi, il fera entre 7 et 10 degrés. Il fera notamment 9 degrés dans le Val d'Oise, à Melun et à Dourdan, 10 degrés à Paris, à Nemours et à Créteil. Et pour ce week-end, attention, demain matin, Météo France prévoit de la pluie sur toute la région, mais rapidement remplacée par un grand soleil à partir de 8h environ et jusqu'au soir. Un temps comparable dimanche, alors profitez-en. Il fera entre 2 et 9 degrés samedi et entre 1 et 7 degrés dimanche. Merci beaucoup. Lundi dans la matinale, nous accueillerons le champion de France de Just Dance et nous parlerons aussi d'un spectacle événement autour du 40e anniversaire de la disparition de Claude François. Donc soyez avec nous lundi. Mais maintenant, c'est l'heure, encore une fois, au 01 34 12 12 22, de vous offrir des cadeaux. Nous vous offrons votre nouvel an chinois avec un grand buffet asiatique qui vous sera servi au Casino Barrière d'Angaleva. Vous pourrez apprécier aussi 22 artistes, avec notamment la danse du dragon. Cette année, c'est le chien qui est à l'honneur. 01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22. Pour gagner pour deux, vous entrez au casino et aussi votre buffet asiatique, entrée, plat, dessert, les boissons. 01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22. C'est d'avoir gagné. Mais qui se cache derrière cette voix? 01 34 12 12 22, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une chanteuse. Et il ne s'agit pas notamment de Sophie Davant ou encore Edith Piaf. 01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22. 8h50 sur IDFM Radio Royan. Et nous vous offrons, si vous identifiez ce filet de voix, nous vous offrons votre journée, votre soirée, le nouvel an chinois sur Enghien-les-Bains avec la totale. Vous n'aurez rien à débourser. 01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22. Bonne chance et la matinale avec un dernier point sur la circulation en Ile-de-France. Reprends les infos, y a rien de plus. Quoi? Y a rien de nouveau, tu peux reprendre les infos. Point important à vous signaler, les départs en vacances c'est ce soir, donc des difficultés entre 11h et 23h sur la A6, péage de Fleury, et aussi entre 18h et 19h au péage de Saint-Arnoux sur la A10. Alors, il est donc conseillé de quitter la région parisienne avant 16h ou après 20h. Un petit peu plus de 370 km de bouchons en Ile-de-France. La circulation est toujours compliquée, du côté notamment de la 86 intérieure entre Nanterre et la Courneuve. Et puis des difficultés aussi dans vos transports en commun, notamment sur la ligne H. Le Transilien H sera perturbé. Demain et après-demain, les trains de cette ligne ne circuleront pas entre Hermont-Bonne et Pontoise en raison de travaux, mais bien sûr des bus de substitution. Et je voulais rajouter aussi une autre information au sujet de la butte ceinture à Enghien-les-Bains. Elle est pratiquement fermée jusqu'au 31 mars pour cause de travaux. Et puis je vous rappelle aussi que le RERC, la station Saint-Michel,
Saint-Michel Notre-Dame est toujours pas desservi et c'est tout, c'est déjà pas mal. C'était un bon point sur la circulation en Ile-de-France. Si vous-même vous rencontrez des difficultés, n'hésitez surtout pas à nous en faire part au 01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22. L'horoscope dans un instant et quelques bons plans avec l'agenda des villes. Alors la matinale se termine dans un instant sur LFM Radio Anguin, mais ensuite, après, vous avez rendez-vous avec le bar de l'économie. Florence reçoit Philippe Sueur, le maire d'Anguin-les-Bains. Je vous présente l'équipe de la matinale qui m'a accompagné ce matin. Solène, un petit coucou, bon week-end. Bonjour. Dis bon week-end quand même. Bon week-end. Sois poli, qui a On va sorti faire de aussi ce là-bas soir. dans le fond. Coucou, elle s'occupe des flashs, elle nous trouve des invités, plein de choses. Il y a aussi Jérôme ce matin qui était avec nous. Il nous a accompagnés pour quoi ce matin? Pour rien en fait, pour regarder, pour observer, pour faire ton curieux et puis surtout pour manger du risotto. Non, Hein c'est mon pas cochon? vrai. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et Paul, lui il se cache, lui il est carrément devant. Il est derrière la caméra. Voilà, il est derrière la caméra. Moi, Et je maintenant suis tu es derrière la devant. caméra, Donc mais voilà, plus. c'est toi qui conclue Non, maintenant. Tu Voilà, peux- donc moi je suis le bison futé d'IDFM du coup. Voilà, c'est Mais, ça en quelque sorte, mais tu vas souvent en reportage aussi. C'est ça, mais du coup vous pourrez retrouver le bar de l'économie donc très bientôt et avant un point sur l'actualité du Val d'Oise avec Soleil justement. Ah là là, formidable, il a assuré, hein, c'est un bon gars. Très bon week-end et on se retrouve lundi pour une nouvelle matinale 7h, 9h. Et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Oh, on a gagné une vue. On était à Proposition. un peu. Marine, j'ai pas bien compris le nom. C'est la gagnante de l'Eurovision, Marine Réal. Myriam, Marie Ah, Myriam. Marie-Myriam, oui, tu connais pas? Si, Marie-Myriam, oui. Marine, Et non, elle a fait sa météo, je sais pas ce que tu as été nous sortir. Non, il parlait Non, de l'actu du Val d'Oise. Non, il a dit. Ouais. Ah oui. Alors, 3 minutes. Comment vous vous êtes jeté sur la nourriture? Des vrais morpalous, hein, ma parole. Hein. faut être curieux à la radio. Ouais, c'est ça. Ouais. Bien sûr. On a le sens de la prise de risque. Tu parles plus là? Allez voir. Si tu veux, je pars. Oui, ton week-end. T'as ton week-end prolongé. Comment ça? Ah, du coup, tu fais pas le flash à 9h? Ah bon? Non, je plaisante. Qu'est-ce que raconte? Prolongation de 3 minutes. Super. Le baiser avec Vanessa Paradis sur IDFM Radio Anguin et la reprise d'Alain Souchon. Quelques petits bons plans, quelques sorties à faire prochainement, mais tout d'abord, et ça va plaire à Tom Kazak, des courses. Le trot, course hippique à l'hippodrome d'Anguin par le trot, mercredi prochain, mercredi 21 février, mais aussi vendredi 23 et samedi 24 février. Pour en savoir davantage sur les courses à l'hippodrome d'Anguin-Soisy, les directions le 01 49 77 17 17 ou encore le site du trot. Je vous redonne cette information au sujet de la communauté Emmaüs de Berne
qui organise dans son magasin ce week-end, plus précisément demain, une vente spéciale mercerie, laine et bijoux de 10h à midi et de 14h à 17h30. Et aussi une grande soupe à l'oignon de 10h à midi, toujours demain, samedi 17 février, par l'atelier associatif La Cabane. Et pour refermer ce petit agenda des villes, la commune d'Argenteuil vous propose 2 sorties ce week-end. Demain, c'est le petit frichti anti-gaspi. Un samedi par mois, l'association La Pastèque transforme la maison de quartier du Val Notre-Dame en un restaurant solidaire proposant une petite restauration à base de fruits et de légumes invendus récupérés auprès des commerçants. Et aussi dimanche 18 février sur la commune d'Argenteuil, atelier de fabrication dans le cadre du 18e festival Image par Image, participer à des ateliers pour fabriquer des histoires à partir de pâte à molder. Ça commence à 16h30 ce dimanche 18 février sur la commune d'Argenteuil. L'horoscope, c'est maintenant avec Patricia Lasserre. Bélier, un excès de confiance en vous. Alors, comment ça va? Très bien, toujours. Bonjour, ça va bien? Isabelle, Bonne année. C'est nouvel an chinois. Ah oui! Nom d'un chien! Oui, en plus. Bon, cool, c'est bon. C'est où, non? Qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est la j'ai changé. pizzeria. Balance, une belle soirée s'annonce avec l'élu de votre cœur et ou en famille. Scorpion, des hommes sur le plan matériel sont à prévoir d'activer la fin du signe. Sagittaire, troisième décor, un projet ambitieux en bonne tournée. Capricorne, votre avenir proche est radieux, la type de Voilà, donc notre... bref, je l'ai numéroté, je ne sais plus si c'est ça ou autre chose, parce que je change le matin d'un numéro. Ok. Voilà. Il part à quelle heure? Attention. Lui, un très beau week-end. Merci Patricia. je me dirais, vous me regardez. Alors, je vous ai pas dit, mais vous êtes en direct sur Facebook. Live. Comment? Isabelle fait un Facebook Live avec Olivier Sratif, c'est ça, en gros l'IA, justement, en sciences artificielles, à 15h. Ouais. C'est sur quoi? Sur notre page Facebook, sur l'intelligence artificielle. Ah bon? Ouais. Et ça passe sur quoi? Sur Facebook. Sur C'est la un page Facebook Live, ouais, à 15h. Bah voilà, bah là vous êtes en Facebook de Live. l'IA en France. Mais ça va passer sur votre site? Oui, vous allez sur notre site et à 15h vous vous connectez. Ouais. Ah bah très bien, donc là l'intelligence, vous allez pouvoir nous en parler aujourd'hui, on va parler de ça. Est-ce que tu veux ça là? C'était la matinale sur LFM Radio Anguin. Très bon week-end. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le bar de l'économie. Mais juste avant, le flash valdoisien avec Solène Le Dorge. C'est une bonne nouvelle pour les habitants touchés par les crues de ce début d'année. L'état de catastrophe naturelle vient d'être reconnu pour 9 communes du Val d'Oise. Suite aux inondations survenues entre le 15 janvier et le 5 février, un arrêté publié hier au journal officiel a reconnu l'état de catastrophe naturelle pour 9 communes du Val d'Oise. Il s'agit d'Argenteuil, Bezons, Cergy, La Frette-sur-Seine, Haute-Île, Jouy-le-Moutier, Vauréal et Véteuil. Cette nouvelle va faciliter les habitants dans leur démarche de demande de remboursement, mais à Pontoise, c'est l'incompréhension. Philippe Houillon, le maire LR de la ville, ne comprend pas pourquoi l'arrêté ne concerne pas sa ville. Il espère néanmoins trouver une chance de rattrapage et attend la fin des diagnostics. Le Val d'Oise est représenté au 4L Trophy. Créée en 97, cette course annuelle propose aux étudiants de traverser la France, l'Espagne et le Maroc en rando 4L. Et pour cette 21e édition, l'équipage de l'association Retour vers la 4L porte les couleurs du Val d'Oise. Une fierté pour la présidente du département Marie-Christine Cavecchi, qui a reçu les membres de l'association pour l'occasion. Enthousiaste, elle a rappelé que son département, c'est aussi une jeunesse qui n'a pas peur de relever des défis. Nous soutenons Djouzar et Lucas de l'association Retour vers la 4L qui arrive aujourd'hui en Espagne. Vous pouvez suivre leur parcours et voir leurs photos sur la page Twitter du Val d'Oise. La course a débuté hier et se déroulera jusqu'au 25 février. Le département se mobilise contre la fracture numérique. Soutenu par l'association Unicité, un projet de lutte contre la fracture numérique vient d'être lancé. Il mobilise 16 volontaires en service civique au sein de 8 territoires d'intervention sociale et médico-sociale
psychosocial. Le but, accompagner les personnes rencontrant des difficultés sociales dans les démarches administratives, notamment pour l'utilisation des services dématérialisés, mais aussi pour lutter contre les exclusions liées aux usages numériques. Un projet salué mercredi lors de la cérémonie du lancement du projet en présence de Philippe Métézo, vice-président du conseil départemental du Val d'Oise, et d'Armand Paillet, conseiller municipal de Cergy. À Salins-la-Forêt, un projet immobilier fait débat. 121 logements doivent voir le jour sur une parcelle privée de la rue de l'Ermitage, dont 36 logements sociaux. De nombreux riverains trouvent que ce projet est disproportionné à cet endroit qui comprend un parc de 10 000 mètres carrés. Une vingtaine de riverains ont même déposé des recours à titre gracieux auprès de la ville et se disent prêts à aller devant le tribunal administratif de Pontoise en cas de réponse négative. La maire de la ville, Sandra Billet, tente de rassurer les habitants en évoquant les aménagements prévus en conséquence. On revient sur la 18e édition du festival Image par Image pour terminer ce flash. À Jouy-le-Moutier demain, venez voir le film d'animation Croman qui relate l'histoire d'un homme des cavernes qui va tenter de sauver sa tribu d'un ennemi très puissant. Un film qui ravira petits et grands. C'est donc demain à 17h30. Merci beaucoup Solène. Prochain point sur l'actualité valdoisienne à 12h15 sur la radio du bien-être. Très bonne journée, voici le bar de l'économie. Qu'est-ce que tu voulais? Allez, c'est parti. Les pauses, elles sont là. Après, tu... Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est la pizzeria là, que vous aviez invitée, elle est à Deuil là-bas, c'est ça? Oui, ils sont à Deuil. Oui. Est-ce que vous savez où? Quand vous voulez. 41 rue de la Gare. Ah, ok. On y va. Je suis là-bas. Amusez-vous bien. Merci, on va essayer. Attention, à l'antenne. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est vendredi et nous sommes ravis de vous retrouver au bar de l'économie avec Julien à la technique. Alors, vous connaissez le principe de l'émission. Suivez nos invités en direct, en vidéo sur Facebook, page IDFM, ou si vous voulez témoigner ou passer un message, contactez-nous au 01 34 12 12 22. Vous pouvez aussi nous contacter via Facebook et bien sûr notre fréquence 98.0 sur la FM ou en web radio IDFM 98.fr. Alors aujourd'hui, les projets du Grand Paris, quels sont-ils? La réforme des fonctionnaires, l'intelligence artificielle, est-ce une révolution? Voici un extrait des questions qu'on va se poser aujourd'hui. Et pour cela, j'accueille tout de suite Philippe Sueur. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. Vous êtes maire d'Enghien-les-Bains et premier vice-président du conseil départemental. À vos côtés, Isabelle Machola. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômée ingénieur et vous avez travaillé dans des entreprises comme EDS, Cisco, Publicis ou Dell, pour qui vous avez été directrice informatique, entre autres. Vous êtes bénévole dans un fonds de dotation qui intervient pour le soutien des jeunes femmes entrepreneurs en Afrique. En 2016, vous cofondez ISA-IT avec Philippe Jambet qui est à vos côtés. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi diplômé d'ailleurs ingénieur et vous avez travaillé pareil dans des grandes entreprises, mais vous êtes en plus un spécialiste des startups et de la fintech. Avec vous deux, nous allons apprendre ce qu'est l'impact sourcing et bien sûr connaître votre sentiment sur l'intelligence artificielle, ça je pense que ça vous parle. En fin d'émission, un secret immobilier sera dévoilé par Larissa Minov, comme tous les vendredis. Mais avant, on part pour un petit voyage musical et je vous propose Flying Home de Lionel Hampton. Parfait. Par contre, le PAD, je ne le trouve pas. Qu'est-ce que c'est le PAD? Là, l'interview de Gabriel Garand. Ça s'appelle comme ça, ITV1. Ouais, je le vois pas dans votre film. Je ne pas. Vous n'êtes pas dans le bon truc là, vous êtes dans le truc d'hier. Il faut être dans le 16. Voilà. D'accord. Donc, 2. L'interview, ouais, c'est bon. Ok. Super. Et du coup là, c'est Lionel Hampton ou c'est autre chose? J'ai un doute. C'est Jimmy Smith. J'allais dire, ça va plus là. Bon d'accord, ça fait rien. C'est The Cat, c'était ma pépite d'hier. Bon, bah, c'est pas grave. C'est super comme morceau, mais... Non, on l'a pas bien entendu, il faut la repasser. Voilà. Attention Julien, on n'a qu'1 minute 30 là. Hein. Ok, c'est bon. Il faut qu'on reprenne. Vous me dites quand vous êtes prêt.
Alors, vous avez reconnu cette fois-ci Jimmy Smith avec The Cat. C'était pas du tout Lionel Hampton. Il y a eu un petit souci de montage de disques en studio, mais c'est promis. La prochaine fois, je vous passe Flying Home. C'est trop joli de Lionel Hampton et qui ne connaît pas le magnifique orchestre de Lionel Hampton. Vous savez bien que notre premier titre, c'est toujours une pépite musicale. Alors, premier sujet du jour, le Grand Paris. On a beaucoup parlé ici à l'antenne des transports et de la zone territoriale de l'Île-de-France. Mais aujourd'hui, on va plutôt aborder qu'est-ce que le Grand Paris, puisque la conférence territoriale doit se dérouler en mars prochain en principe, qui sera donnée bien sûr par notre président et notre Premier ministre. Depuis le mois de janvier, les élus de l'Île-de-France se manifestent tous ensemble pour défendre ce projet visionnaire au service de la croissance, disent-ils. Mais Philippe Sueur, quels sont les projets finalement ? Alors, je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux. Parce que la conférence territoriale que le président doit tenir, qui sera, si j'ai bien compris, une conférence verticale, et non pas, à l'instar de celle de juillet dernier, une conférence horizontale, c'est-à-dire ouverte et en dialogue avec les élus du territoire. Toutefois, la question du territoire, de son organisation politique et institutionnelle est importante, bien sûr, mais au regard, à l'aune de ce projet, de cette vision, c'est pratiquement secondaire. Le Grand Paris, c'est une vision. Je pense qu'on peut reprendre ce terme. Il y a plus de 150 ans qu'on n'a pas fait bouger Paris, fondamentalement. C'est Napoléon III. Et le fameux baron Haussmann, préfet de Paris, préfet de la Seine à l'époque, qui a eu cette mission de transformer Paris. Et quand vous voyez cet urbanisme de circulation, urbanisme politique bien entendu, mais aussi les grands édifices, les grands équipements. Ensuite, il y a eu un petit peu plus tard une deuxième révolution à travers les transports, c'est le métro. Le métropolitain, donc entre 1900 et 1910, pour le grand chantier, dont le financement d'ailleurs vient de s'achever, puisque ça a été un financement centenaire. Donc il ne faut pas s'étonner de l'importance des coûts. Le Grand Paris Express, qui est un peu l'équivalent en termes d'ambition, va coûter peut-être 35 milliards. Il a été vendu pour 23 milliards, alors que tous les experts savaient qu'il coûtait déjà 29 milliards. C'était il y a 4 ans. Mais c'est à la mesure, je crois, de l'ambition. Quelle est-elle ? C'est celle de mettre Paris à la mesure du monde. La France est 5e, 6e pays sur l'échelle mondiale en termes économiques. C'est une marque, c'est une très belle vision. Il faut en faire une ville-monde. Voilà, c'est une ville-monde. Et il faut reconnaître à Nicolas Sarkozy, nous sommes en 2009, d'avoir ouvert le dossier du Grand Paris par le fameux concours des grands urbanistes architectes, ces fameux 9 grands architectes urbanistes qui ont présenté des projets qui dépassaient les limites du périphérique en quelque sorte. Et cette vision d'une ville-port, d'une ville-monde est essentielle. En fait, c'est de faire rentrer finalement la France au XXIe siècle. Oui, bien sûr, mais aussi de faire éclater son centralisme, comme certains disent, le monocentrisme, au profit d'un polycentrisme. L'Île-de-France est dans sa diversité, dans ses richesses, mais aussi dans ses complémentarités. Le Grand Paris sort du périphérique en quelque sorte. Alors, jusqu'où doit-il s'élargir ? Je pense que globalement, c'est pratiquement le bassin parisien à l'échelle du monde. Dans les visions structurantes d'aujourd'hui, notamment à travers le Grand Métro Express, c'est l'approche banlieue, d'où ce fameux débat de savoir si la métropole absorbe totalement les 3 départements de l'approche banlieue ou non. Mais je crois que c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est une vision, c'est des grands projets. Alors justement, parlons des projets. Donc il y a des projets de construction de campus, c'est de faire des zones finalement d'échange et de savoir. Absolument. Qu'on puisse en fait, que ce soit les entreprises ou les citoyens, quel que soit leur âge, puissent s'échanger et qu'on voit que les universités puissent travailler avec des écoles, même avec des collèges. C'est un peu ça l'idée. Oui, il y a ça, et bien entendu. Mais
l'idée, je pense, qui est la plus simple aujourd'hui, c'est celle de faire autour des gares, nous allons avoir un métro express de quelques 200 km, et autour de 68 gares, des quartiers vont se restructurer. Mais dans une vision de hub, donc de lieu. Qu'est-ce qu'un hub? C'est un lieu d'échange des personnes, bien sûr, c'est de la mobilité, mais aussi des connaissances, du travail, de la culture, du commerce, même de proximité, puisqu'on observe, je crois que c'est pas malheureux, un retour au local, avec quelque sorte un repli des concepts d'hypercentre, d'hyper-structure, au profit alors du d'ailleurs, local. à l'antenne cette semaine, on a expliqué ce qu'étaient les millennials. Les millennials, ce sont ces jeunes qui ont entre 18 et 35 ans et qui disent déjà que le commerce de demain, c'est justement aussi de pouvoir s'échanger au même titre que les entreprises ou les universités, de pouvoir faire d'autres expériences dans les magasins. Donc finalement, c'est ça, toute cette révolution du Grand Paris. Oui, et puis bon, ça c'est très innovant, mais on a aussi un concept innovant qui est le stop-up store, donc des boutiques éphémères. Eh bien, dans une gare, et une gare qui peut être vraiment un lieu de vie. Aujourd'hui, une grande gare est un non-lieu. Les géographes, les nouveaux géographes, s'expriment souvent un non-lieu. Or, il faut justement faire un lieu nouveau, presque une utopie, mais une utopie au sens du rêve qui se concrétisera. Alors les gares ont déjà commencé à changer. Dans Paris, on a vu la transformation de la gare du Nord, par exemple, où plein de commerces sont arrivés. Est-ce que c'est un peu ça qui est envisagé dans les villes de l'Île-de-France ? C'est plus que ça. Il faut aller, Saint-Pancras, par exemple, à Londres, mais c'est sur une petite échelle, représente avec hôtellerie, avec ses restaurants, avec ses boutiques, bien entendu. Donc c'est un lieu qui est un lieu de convergence et d'échange permanent. Et il faut jouer aussi sur l'idée de la permanence. Alors on annonce justement 51 projets pour inventer la métropole de demain, par exemple, et que l'investissement privé est d'environ 7,2 milliards. Donc c'est énorme comme projet. Oui, mais à l'échelle du Grand Paris, c'est modeste. Quand on évoquait, si ce chiffre de 7 milliards, il me semble d'ailleurs très, très en dessous de ce que sera la réalité. Ça, c'est l'investissement privé, 7 milliards. Oui, oui. Donc il y a l'investissement public qui va venir compléter. Bien sûr, mais avec, par ailleurs, puisque ces grands projets vont solliciter de grands architectes, je pense que Jean Nouvel va nous produire, là encore, quelques-unes de ces créations absolument esthétiques, fabuleuses, parfois très onéreuses, je suppose, dans ses fonctionnalités. Mais j'ai un exemple, la grande banque Natixis va faire construire, à la limite du périphérique, sur le secteur de la porte d'Ivry, un immeuble que Jean Nouvel a dessiné et qui est absolument fabuleux, 2 tours asymétriques. Alors, nous en aurons. Je vais vous en citer quelques-uns. Alors, il va y avoir par exemple un bâtiment en bois à la porte de Brancion. Il va y avoir un laboratoire parisien de l'économie sociale et solidaire dans le 20e. Des serres et un quartier d'affaires à Gonesse, par contre. Là, par contre, c'est le projet Europa City. Oui, si vous voulez, on en parle un petit peu du projet Europa City. Il fait énormément parler. Il a déjà soulevé ses antagonistes, voire ses adversaires farouches, peut-être zadistes. On peut imaginer maintenant que l'objectif de Notre-Dame-des-Landes est dépassé. On peut imaginer un repli. Mais c'est un immense projet qui n'est plus un projet commercial. C'est Yves Auchan, bien sûr, qui le conduit. Il est à l'est du Val d'Oise, dans un territoire aujourd'hui déshérité, en fracture sociale très affirmée. Europa City, c'est sur 80 hectares, un lieu de culture, de sport, d'échange, de vie, d'hôtellerie, de tourisme. Et le concept même de l'hypercentre commercial est totalement évacué. C'est 11 000 emplois, pas seulement donc à la phase chantier, mais dans la phase de fonctionnement. La crainte aujourd'hui, c'est qu'il ne soit pas au rendez-vous des transports. Les transports et des Jeux Olympiques, puisque
La ligne 17 n'est pas promise pour 2024. La ligne 17, pour nos auditeurs, c'est la ligne qui partira de Ménil-Amelot, qui en réalité c'est la ligne de Roissy, l'aéroport de Roissy, jusque Le Bourget, un peu avant Le Bourget, rejoindre la ligne 15 qui est l'orbital originel du grand métro express. Voilà. Mais le choix a été fait de démarrer la ligne 15 c'était normal, c'est la ligne originelle, sur le sud-ouest de Paris, notamment du Pont de Sèvres, en allant vers le sud. Les tunneliers nécessaires pour pouvoir, en synchronisation, travailler sur le nord, ne sont pas décidés. Un tunnelier, c'est 50 millions d'euros. La décision interviendra vers le 15 mars, on en a déjà parlé à l'antenne. Alors avant de passer à notre second sujet du jour, réinventer les services publics, je vous propose une petite pépite musicale. Ok, et donc du coup, le PAD, l'interview, ça sera juste après? Ça sera dans combien de temps? Non, pas tout de suite, ça c'est notre troisième sujet, c'est après. Sujet. Oui. D'accord, ok, bon bah super, il est bien. D'accord, ça va? On est pile poil dans les temps, c'est génial. Bah ça, les temps, je fais ça au pif. Non, mais on est bien. Le deuxième, il part entre 15 et 20, c'est parfait. Vous me dites quand on en reprend? On laisse 1 minute 30, pas plus. Nous, parce qu'on n'est pas une émission musicale, moi c'est juste des pauses respiratoires la musique pour nous. Même si on adore la musique. Moi j'ai choisi Mélodie Gardot. Vous connaissez bien sûr. On aime beaucoup. Elle passe d'ailleurs à l'Olympia bientôt, je sais pas où. Elle tourne beaucoup en ce moment, c'est bien. Ouais, j'ai mis dans le métro, je sais pas où elle est. Ah oui, je crois aussi. Regardez si elle passe bientôt. Ils sont obligés. Julien, vous nous dites ça fait combien de minutes là? Là, on arrive à moins 2,17. Avec le streaming. Il dure 2,13. Ils ont plus ça fait 15 secondes là, pour l'instant, 15-20 secondes. Bon, enfin, dans 1 minute, on reprend. Ouais. Ok, vous nous dites. 1 minute? Dans 1 minute, on reprend. On laisse 1 minute. Ah bah oui, vous avez le temps de parler. C'est fait pour ça. Là, maintenant, c'est réinventer les services publics. Donc, 1 an de consultation. Je vais vous demander si vous allez participer. Je vais annoncer ce qui est prévu, bien sûr. Comme ça, vous allez pouvoir réagir tous les 3 parce que nous sommes tous appelés à réagir sur la plateforme qui est ouverte à ce sujet. Ok, on y va. On y va. Alors, c'était Mélodie Gardot, vous avez reconnu les étoiles. Alors, réinventer les services publics, notre second sujet du jour. Le gouvernement lance 1 an de consultation pour réformer l'administration et nous allons tous pouvoir exprimer nos souhaits et nos idées. Dans le cadre de l'Action publique 2022, une plateforme numérique de consultation est ouverte aux usagers et aux agents publics, bien sûr, pour partager leurs contributions. 100% des services publics doivent être dématérialisés à l'horizon 2022 et on en attend une baisse de moins 3 points du PIB, donc c'est important. 120 000 départs volontaires seront proposés à des agents du service public d'ici 2022. Donc nous sommes en ce moment dans la première phase de diagnostic menée par les ministres et par un comité indépendant qui doivent passer en revue les missions de l'État et la dépense publique et rendre leur rapport fin mars 2018 sur des thèmes comme simplification et amélioration de la qualité du service, transformation numérique, rénovation du cadre des ressources humaines, organisation territoriale des services publics, modernisation de la gestion budgétaire et comptable. À partir de fin mars 2018, une seconde phase d'élaboration puis de mise en œuvre opérationnelle des plans de transformation sera proposée, en tout cas ouverte. Alors la plateforme numérique dédiée donne la parole à nous tous, comme je vous l'ai annoncé, et connectez-vous pour cela sur www.forum-action-public.gouv. C'est bien 5,4 millions d'agents publics qui concourent à leur mise en œuvre au quotidien au service de l'État, des collectivités locales et des hôpitaux. Des rencontres dans les territoires et des forums régionaux sont également prévus. D'ailleurs, le Premier ministre est venu cette semaine à l'hôpital d'Aubonne et les dates et modalités seront communiquées ultérieurement, donc j'aurai bien l'occasion de vous en reparler. Pour en savoir plus, modernisation.gouv.fr évidemment. Alors Philippe Sueur, qu'en pensez-vous ? Je pense qu'on n'a pas attendu l'impulsion de l'État pour moderniser le service public auprès de nos administrés les plus proches, c'est-à-dire vraiment le citoyen dans nos
communes, dans nos intercommunalités, dans nos départements. Il est vrai que l'État est ruiné, hein, c'est un constat, et un État ruiné qui, à défaut d'idées nouvelles, a transféré les charges sur les collectivités territoriales. Alors, une première vague qui est reposée sur une doctrine, et elle est très respectable, c'est la décentralisation. Nous sommes là dans un esprit de démocratisation de la politique au service de nos administrés. Puis, c'est 1982. En 2004, c'est la deuxième phase de décentralisation, avec des transferts de compétences et bien sûr de patrimoine également. Je pense pour les lycées, pour les routes nationales qui deviennent départementales. Mais l'État n'a pas suivi en financement. Les dotations qui ont été versées ne correspondent pas aux besoins. Et surtout, ce qui est très préjudiciable aux finances publiques locales, c'est le transfert au fur et à mesure de charges hors décentralisation, sans financement, aucun. Alors, soit c'est une politique ciblée, par exemple, on transfère l'urbanisme au local. Jadis, c'était l'État qui instruisait tous les permis, déclarations de travaux à travers la DDE. Maintenant, ce sont les communes. Ce sont des charges nouvelles et même assez importantes. Mais il y a aussi la réponse aux carences fonctionnelles de l'État. Je pense à la sécurité. Bon, la sécurité n'exigeait pas, il y a 40 ans, des polices municipales. Nous avons aujourd'hui des polices municipales. Ce sont des coûts. Enghien-les-Bains, avec son réseau de vidéosurveillance, avec ses 35 policiers municipaux, répondent à une véritable nécessité. Ce sont des coûts. C'est donc une dilatation de la fonction publique. Il y a une fonction publique, car vous avez évoqué les hôpitaux, mais il y a 3 fonctions publiques en France qui correspondent donc à ces 5,4 millions de fonctionnaires. La fonction publique d'État, bien sûr, qui elle est en train de se replier sur elle-même, c'est logique. La seconde fonction publique, c'est la fonction publique hospitalière, c'est plus d'1 million d'agents au service de la santé et aujourd'hui dans des contraintes de service et de réduction des coûts. Et troisièmement, c'est la fonction publique territoriale. Ces 3 fonctions publiques reposent par principe général sur le statut général de la fonction publique de 1946, avec des adaptations selon évidemment les 3 secteurs. Alors, qu'on veuille baisser le nombre de fonctionnaires, je pense que c'est légitime. La révolution numérique, c'est bien évident, elle est là, mais également nous avons des nouveaux modes d'organisation. L'administré ne se comporte plus comme celui d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, il est davantage en consommateur, mais aussi en participatif. Donc là, nous avons des capacités de révision, en quelque sorte, comme l'État l'a fait pour lui-même, les communes doivent aussi le faire, la RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques, je pense que ce sont nos devoirs. En revanche, s'attaquer directement au statut de la fonction publique, si c'est l'une de vos questions, il faudra y répondre et peut-être que... Vous allez tous y participer, justement, à la consultation proposée par le gouvernement, Isabelle? Oui, pourquoi pas, oui. Si on me laisse l'opportunité de m'exprimer sur un certain sujet, je trouve que c'est bien, oui. Donc, vous avez compris, il faut aller sur le site modernité.gouv. Enfin, je vais vous redonner les... Donc, si vous voulez plus d'informations, c'est forum-action-public.gouv.fr. Et là, ça, c'est pour voter, pour donner vos avis. Et si vous voulez en savoir plus, c'est sur modernisation.gouv.fr. Merci beaucoup pour votre intervention sur ce sujet, car c'est un sujet, de toute façon, on va être amené à en reparler tout au long de l'année, vu que la consultation dure 1 année. Donc je pense que c'est loin d'être complètement arrêté. Au contraire, on en est même au début, parce qu'on parle de mobilité également des fonctionnaires, de pouvoir changer plus facilement peut-être d'un poste à un autre. Peut-être que ce n'était pas possible jusqu'à présent? Non, alors, la mobilité recouvre 2 mots, 2 concepts plutôt. Le premier, c'est la mobilité fonctionnelle. Je pense qu'elle est souhaitable. Et il faut sortir de notre mécanisme que la fonction publique, le statut notamment, de 46 a imprimé, et qui s'est ensuite dilaté énormément, c'est de fonctionner en silo, donc en filière. Et on sort très difficilement de ces filières pour une raison très simple, c'est que le fonctionnaire est recruté sur concours. Alors, de concours, il y en a des réels, puis on a
d'autres qu'on va qualifier de plutôt factices. Bon, mais le concours réel, c'est le mode même de recrutement. Et vous avez là donc des filières, on appelle donc des filières, dans lesquelles on fait sa carrière, qui va se dérouler éventuellement jusqu'à la fin de son cursus fonctionnel. Et ça, c'est effectivement à ouvrir. Il faut qu'il y ait des passerelles. Elles ne sont pas faciles. Il faut de la souplesse. Nous sommes dans un monde qui, en 5 ans, se révolutionne, se retourne sur lui-même. Eh bien, la fonction publique doit faire de même. Mais il y a aussi le mot mobilité est physique. Les fonctionnaires français ne sont pas inamovibles. Donc, on peut les déplacer. C'est l'un des aspects au contraire de la souplesse par rapport à l'entreprise. Quand une entreprise doit se délocaliser ou veut déplacer des agents, ça se négocie. Parfois, ça coûte cher et ça peut se terminer au prud'homme. Pour le fonctionnaire français, non, il est mobile. Il est obligé, vous voulez dire. Hormis C'est une obligation. quelques catégories de la fonction publique, je pense aux magistrats, qui pour garantir leur indépendance sont inamovibles, avec des avis bien sûr du Conseil supérieur de la magistrature, le parquet un peu. Là, ce sont des exceptions. Donc, ce qui explique que le statut de la fonction publique, par ses privilèges, a aussi ses causalités. C'est-à-dire pourquoi, bien sûr. Alors Philippe Sueur, vous avez parlé de révolution industrielle. Justement, c'est notre 3e sujet aujourd'hui. De quoi parle-t-on quand il s'agit d'intelligence artificielle? Ce n'est pas neuf, nous dit Jean-Gabriel Ganassia, expert en intelligence artificielle, professeur à la Sorbonne, qui était à Enghien samedi dernier. Nous sommes allés l'interviewer. Écoutez. Merci Julien. Bravo. Mettez un peu plus fort en studio qu'il puisse, parce qu'il faut qu'il réagisse après. Moi j'ai le souvenir, à la fin des années 80, d'un projet européen Eureka, qui, en réalité, avait comme ambition de réaliser une voiture autonome. Donc ces projets sont anciens. De même, l'intelligence artificielle n'est pas neuve. C'est une discipline qui est née en 1956. Tout va bien. Qui a été précédée d'une autre discipline qui est née en 1943, qui était la cybernétique. Les réseaux de neurones formels ne sont pas neufs, ils sont anciens. Alors, bien sûr, on a fait des progrès. On a fait des progrès dans les techniques algorithmiques qui permettent de mettre en œuvre de l'apprentissage, mais ces progrès dans les techniques algorithmiques ont commencé en 1958, ensuite ils ont été poursuivis dans les années 80 avec les systèmes experts d'abord, ensuite avec la rétropropagation de gradient, avec de nouvelles techniques d'apprentissage, et donc tout ça c'est une évolution continue. L'idée qu'on a d'une révolution, c'est un bouleversement instantané. Donc non, ça n'est pas cela. Mais en revanche, il y a un changement important, progressif mais important. C'est que nous sommes rentrés dans une société de l'information. Et qu'il faut prendre la mesure de ce que signifie cette notion de société de l'information. Ça veut dire que les relations sociales sont toutes médiatisées par des flux d'informations. On a parlé des réseaux sociaux, je crois que c'est essentiel, mais on peut aller plus loin bien sûr. C'est l'ensemble de la vie sociale. Ce sont les notions élémentaires qui font la trame du tissu social qui sont bouleversées aujourd'hui. Je vais prendre un certain nombre de questions, par exemple l'amitié. L'amitié, c'est une notion très ancienne qui remonte à l'Antiquité. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous avez des amis. Alors, ça ressemble en ce sens que c'est une forme d'affinité qui existe entre des êtres, mais c'est différent. Puis ensuite, la réputation. La réputation, ça existait dans le village. Brassens vous parle de la mauvaise réputation. Aujourd'hui, on a des algorithmes qui calculent la réputation. C'est à la fois la même chose et c'est complètement différent, à une échelle différente. La confiance. La confiance est une idée ancienne. Et bien ça change. Des théoriciens de la monnaie, comme Michel Aglietta, nous expliquent que la monnaie, c'est un condensé de confiance. Et aujourd'hui, on voit bien qu'avec les crypto-monnaies, vous avez d'autres formes de monnaie, d'autres formes de confiance. Et puis on peut aller beaucoup plus loin là-dessus. Donc, effectivement, c'est ce que j'appelle une réontologisation, c'est-à-dire que les notions centrales de la société sont
sont en train de changer. Mais bien sûr, au-delà des notions centrales de la société, bien sûr, il y a des questions politiques qui sont en train de changer. Et c'est de ça dont il faudra parler ici, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis content d'être ici. Ça fait un certain nombre d'années que je me pose des questions, et j'ai eu du mal à rencontrer des spécialistes pour parler de ces questions-là. Moi, je pense que la question de la souveraineté est une question extrêmement centrale. Ça n'est pas le souverainisme, c'est autre chose, et c'est là que sont les vrais enjeux, et c'est donc ce dont on parlera après, parce que je crois que c'est là où l'Europe a rencontré des difficultés. On reviendra parce qu'il y a une longue histoire de ces affaires-là. Ça ne surgit pas tout de suite. Mais je voudrais, avant d'en rentrer dans ces détails, souligner un certain nombre de désaccords, mis à part les accords que j'ai avec les autres participants, mais de désaccords. On parle de 4e révolution industrielle, et on a l'impression de dire que ce sont les NBIC. Mais je pense que les Allemands vous parlent d'une révolution 4.0. Alors, est-ce que c'est lié au NBI? C'est pas tout à fait. C'est directement lié à l'informatisation. C'est lié aux objets connectés. C'est lié à une organisation du travail qui est en train de changer. Et je crois que ça, ce sont des questions tout à fait centrales. De même, les Japonais nous parlent d'une société 5.0. Et là encore, je crois qu'il est important de bien comprendre ces enjeux industriels qui sont en train de se mettre en place et ces enjeux sociétaux qui sont en train de se mettre en place. Et de même, on nous parle de l'augmentation de la durée de vie. Moi, je ne suis pas certain aujourd'hui que les technologies qui sont en cours de développement nous laissent entrevoir une très longue augmentation de la durée de vie. Je crois qu'on n'a pas du tout d'éléments qui nous permettent d'aller jusque-là. De même, on nous parle d'une disparition du travail. Là encore, quand on regarde les études qui ont été faites, elles sont extrêmement discutables. De même, on nous parle du transhumanisme. Alors là, c'est encore plus caricatural. Et effectivement, comme l'a dit Agathe, elle a tout à fait raison, le robot Sophia, c'est une supercherie qu'il faut dénoncer et que Yann Lequin a eu bien raison de dénoncer. Parce que c'est plus de la mécatronique qui permet effectivement d'imiter la forme du visage que de l'intelligence artificielle, puisque le discours est un discours appris et qui plus est, un discours extrêmement convenu et qui n'a absolument aucun intérêt. Il faut, je crois, le répéter là-dessus. Et donc, je crois qu'on est effectivement face à une transformation du monde dont il faut prendre la mesure, mais en même temps, bien sûr, on nous agite des drapeaux rouges, on nous fait peur avec des espèces de golems modernes, avec des espèces de fantasmes. On nous dit soit qu'il y a un grand danger de l'intelligence artificielle, soit au contraire qu'il y a une perspective d'ouverture, une perspective d'immortalité. Or tout cela, bien sûr, n'a aucun sens, mais tout cela masque une réalité. C'est une réalité centrale pour le monde d'aujourd'hui, et c'est une réalité, et ce sera peut-être la transition avec la deuxième question, mais je vous laisse la poser parce que... mais c'est effectivement, je pense que ça va être une réalité politique où, à mon sens, l'Europe devrait essayer de prendre sa place, sinon nous allons être très mal barrés pour les années qui viennent. Voilà, donc vous avez entendu, supercherie, les robots c'est de la supercherie, le travail, eh bien il n'y a pas du tout une disparition de travail. Par contre, souveraineté, l'Europe doit prendre sa place, la position politique finalement n'est pas complètement définie, alors intelligence artificielle ou pas, est-ce une évolution, est-ce une révolution? Qui veut réagir? Isabelle, Philippe Sueur, deux positions différentes, les chefs d'entreprise d'un côté et le politique de l'autre. Pour moi, c'est un mélange d'évolution et de révolution. Ce qui a été dit, c'est qu'en effet, les façons de travailler vont changer. La technologie va rajouter des moyens de partage, de collaboration. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer tout ce que l'humain fait? Nous, chez Isaït, on est convaincus que non, l'humain restera toujours. Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle, elle est aussi intelligente que l'humain la rend intelligente. Donc pour nous, c'est vraiment un complément. Donc c'est une maîtrise de l'homme et c'est à nous, humains, de maîtriser ce qu'on l'on fait. C'est ça que vous dites? Tout à fait, exactement. Ouais, tout à fait. Alors le côté par contre très intéressant de ce professeur Jean-Gabriel Ganassia sur la souveraineté. Parce que vous, Philippe Sueur, ça vous parle, la position du politique. Oui, je pense que
Il y a deux points, hein, parce qu'on parle d'intelligence artificielle. Bon, il y a l'intelligence faible, l'intelligence forte. Bon, il y a un aspect économique extrêmement important. Mais il y a au cœur de tout ça la relation à l'homme. Les nouvelles technologies, et on est en dehors hein, de l'intelligence artificielle elle-même, ont conduit à une instantanéité hein, du monde, de l'information. Hein, vous l'avez dit, Ganassia le soulignait. Hein, donc, une révolution de l'information, un monde instantané qui conduit à ce que les sociologues appellent aujourd'hui une société liquide, hein, puisque on n'a plus le recul, hein, on est constamment hein, à la que ce soit dans la réaction sociale, hein, culturelle, ou dans le monde économique, et en particulier je pense au monde des finances, là on est pratiquement dans la seconde, le quart de seconde. Bon. Et à partir de là, il y a une réduction de la liberté. Et la souveraineté, c'est un terme politique et juridique qui doit être affecté aux États ou aux confédérations ou fédérations. L'Europe hein, pourrait justement devenir hein, une fédération avec une véritable souveraineté. Hein, mais il y a ensuite la question de l'autonomie des institutions, hein, donc des groupes organisés, et le libre arbitre de l'individu. Et la grande inquiétude, moi, ma grande inquiétude au regard des révolutions technologiques, hein, de la nanotechnologie sur la médecine et autres, ou hein, sur la puissance des algorithmes, et donc cette fameuse intelligence artificielle, c'est qu'est-ce qu'on en fait hein, qu'est-ce qu'on en fait? Quelle liberté hein, peut-on conserver? Ce que les GAFAS hein, peuvent en faire, et on ne va pas les citer, mais on les a tout de suite devinés, hein, et je vous donne, moi, un exemple de vécu naïf. Nous sommes quelques-uns utilisateurs de Waze, beaucoup même maintenant, hein, vraiment là une application remarquable de circulation. Ça a été inventé par deux ingénieurs brillants hein, de Tel Aviv. Bon, et il y a quelque temps, je pose la question, avant qu'ils ne fassent de publicité, il n'y en avait pas du tout. Je dis, de quoi vivent-ils? Mais ça a été racheté par Google. Et Google enregistre. Il stocke vos déplacements, vos comportements. Voilà. Et à un moment donné, il y aura une altération de notre libre arbitre, notamment dans le conditionnement de la consommation. Voilà la grande question politique. Et en tant que, je dirais, citoyen et ayant l'honneur, le bonheur aussi d'avoir en charge d'autres citoyens, je me dis, nous avons besoin d'une digitale éthique. Hein, il y a une reconstruction éthique pour notre société. Il faut aller vite parce que ces sociétés bougent vite et qu'il peut y avoir des prises de pouvoir. Alors, ça, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler régulièrement. Mais il a parlé, Jean-Gabriel Ganassia, des crypto-monnaies. Alors Philippe Coujambet, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la crypto-monnaie? Parce que la France et l'Europe ne se positionnent pour l'instant pas du tout sur ce sujet. C'est encore une fois les Américains et les Asiatiques qui ont monté des plateformes de crypto-monnaie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'utilisez? La partie crypto-monnaie, on a parlé de l'évolution du travail, on a parlé de l'intelligence artificielle. Nous, on a le sentiment que les entreprises vont se plateformotoriser, c'est difficile à dire, excusez-moi, donc deviennent des plateformes un peu au centre. Donc effectivement, ça a un impact sur le travail, sur les cadres, les emplois de middle management, mais je dirais qu'à la tête ou sur le terrain, le contact, ça ne va rien changer. Donc on ne pense pas que ça va tuer des emplois. Et nous, chez Isaït, on a une plateforme qui donne du travail à des personnes défavorisées en Afrique. Et donc de cette manière-là, grâce à l'intelligence artificielle qu'on a mis dans la plateforme, ça aide ces personnes à faire ce travail que sans cette intelligence artificielle, elles ne réussiraient pas à faire. Et donc je rejoins après votre question par rapport à la crypto-monnaie, aussi de la même manière qu'aujourd'hui, donc je vais faire un peu de provocateur, parce qu'effectivement la crypto-monnaie n'est pas très bien régulée aujourd'hui, hein, j'ai fait des fintechs, donc je vois bien le problème de la régulation et comment on doit respecter un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui, le fait de pouvoir payer des personnes avec la blockchain de manière sécurisée à distance passe par des acteurs bancaires traditionnels avec des coûts très prohibitifs quand on travaille. Donc la banque traditionnelle coûte cher, c'est ça que vous dites? Voilà ce que je dis. Et donc ce que je dis, que ce qui est intéressant, c'est que l'approche des crypto-monnaies et qui va être petit à petit régulée, c'est qu'aujourd'hui on est sur des choses décentralisées à un coût très très bas. Voilà. Donc,
c'est ça qu'il faut regarder. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines années, mais voilà, ça va se structurer, ça va se mettre en place. Les choses vont évoluer dans le bon sens, je pense. Et vous pensez que la France et l'Europe n'ont pas encore perdu la bataille, donc Non, il est temps de se positionner. La crypto-monnaie, c'est l'approche décentralisée. Donc, il va y avoir des projets intéressants à Londres, si on parle de l'Europe. Il va y avoir des projets très forts en France aussi. C'est une approche très technologique aussi, avec des innovations de modèles de paiement et de sécurisation des transactions. Et donc, non, je pense que c'est ouvert. Vraiment, la barrière à l'entrée pour lancer ces sujets sont assez basses. Donc après, c'est possible, c'est ouvert à l'Europe aussi. Merci Philippe. Alors Isabelle Machiola, que proposez-vous avec Isaït? Pourquoi avoir créé cette structure justement? Votre start-up très récente, il faut le dire. Oui, c'est ça. Elle a été imaginée en juin 2016 et on est en production donc avec notre premier client en décembre 2016. Donc en fait, Isaït, c'est quoi? C'est une plateforme, comme Philippe l'a dit, socialement responsable et intelligente. On utilise des composants d'intelligence artificielle pour donner du travail digital à des jeunes femmes, pour les aider à réaliser un projet de vie au sens large du terme, continuer ses études, reprendre ses études, créer son entreprise. Donc on prend des projets d'entreprise, on découpe ces projets en micro-tâches, donc des tâches assez simples à réaliser. Et on est dans ce qu'on appelle en jargon crowdsourcing, donc on appelle la foule. Donc les jeunes femmes se connectent sur la plateforme et réalisent les projets en fonction de leurs compétences et de leur appétence. Nous, on est parti du fait que justement, le monde, vous en avez évoqué, le monde vertical, il va disparaître, qu'on va être sur un monde horizontal, que justement la puissance du digital est un moyen de donner du travail à des personnes qui sont loin, qui peut-être n'auraient pas eu l'opportunité d'avoir ce travail, mais qui sont super talentueuses. Donc aujourd'hui, on est plus sur un monde où c'est plus facile de travailler de la maison. Évidemment, il faut avoir Internet. On est convaincu aussi que le digital est un vrai levier d'autonomie et d'indépendance financière pour la femme. C'est d'ailleurs à cette population en particulier qu'on s'adresse, puisque aujourd'hui, dans le monde, il faut savoir qu'il y a 2 milliards de personnes qui vivent avec moins de $2 par jour, et que parmi ces 2 milliards de personnes, il y a 70% de femmes. Donc on s'adresse vraiment à ces femmes. Et nous, on dit qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, et je vous encourage, pour ceux qui le souhaitent, à 15h, on fait un Facebook Live avec Olivier Ezrati, qui est un expert en intelligence artificielle. Aujourd'hui, on dit que l'intelligence artificielle, ça couvre 20 à 25% de ce que l'humain sait faire. Et donc, nous, on vient vraiment comme un complément, là où le robot, l'algorithme ne sait pas faire. D'accord, alors, donc c'est ce qu'on appelle en fait de l'impact sourcing, c'est le nouveau mot, c'est encore un nouveau mot anglais à la mode, parce que finalement le mot intelligence artificielle, c'est un nouveau mot qu'on utilise pour plus utiliser le mot informatique en fait, faut être honnête, même s'il y a d'autres choses derrière, hein, on est au 21e siècle et on n'arrête pas tout le temps de changer de nom et de mots, d'ailleurs c'est pour ça que les citoyens sont perdus. Mais donnez-nous des exemples concrets de métiers, puisque vous dites on découpe les tâches en petites tâches, ça veut dire quoi? Alors déjà je vais revenir sur ce fameux mot de impact sourcing. Ce mot il a été inventé, défini par la Fondation Rockefeller il y a 7 ans. Et l'idée de l'impact sourcing, traduit en français comme externalisation socialement responsable, c'est d'aller donner du travail à des personnes qui n'auraient pas eu l'opportunité d'avoir ce travail et donc de les encadrer, de les former. Et donc par exemple chez nous, chez Isaït, on utilise l'intelligence artificielle à travers des chatbots justement pour les aider à réaliser ces tâches. Quel genre de tâches? On a 1 an d'existence, donc on a une vingtaine de clients, beaucoup de startups dans l'intelligence artificielle. Donc on est, nous, en ce qu'on appelle machine learning, c'est-à-dire qu'on apprend aux robots à savoir fonctionner. Je vous prends un exemple. On a un client qui met en relation des personnes qui cherchent du travail et ceux donc des CV avec des personnes qui cherchent. Et nous, on apprend aux robots à lire un CV. Aujourd'hui, un CV, c'est assez compliqué. Il y en a partout, des compétences, les noms, etc. Donc nous, on va taguer et c'est des millions de données, donc un dataset qui va permettre justement à l'algorithme de pouvoir reconnaître un CV. Un autre exemple, il y a un drone qui survole des vignes et donc on prend des photos, enfin le drone prend des photos et donc nous, on va aller identifier les grappes de raisin sur la photo. Comme ça, le drone, il va pouvoir savoir où est-ce que sont les raisins, dans quel état, etc. Donc nous, en fait, on est en complément pour aider ce robot et
On va aller chercher des personnes, donc aujourd'hui on est basé sur 10 pays d'Afrique francophone, donc on va chercher des jeunes femmes qui sont super compétentes, elles sont universitaires ou c'est des jeunes entrepreneuses, la vie est difficile et donc on va les former parce que aussi on en a parlé, il y a une fracture numérique, demain le monde est digital. Et si vous n'avez pas les codes, et les codes de digital, c'est pas uniquement, j'aime bien dire, faire du chit-chat sur Facebook ou Messenger, c'est pas ça d'être digital native. Digital native, c'est être capable de faire des recherches, de se présenter d'un point de vue digital. Et si on n'a pas ces codes, on va être laissé de côté. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, on était à une conférence avec Philippe à la France Digitale. Mounir, notre ministre, est venu et a encouragé justement les startups à aider les PME et les TPE justement à ne pas être fracturisés parce que c'est pas uniquement en Afrique que les gens n'ont pas ces codes et si on leur donne pas. Donc nous, on utilise l'intelligence artificielle aussi en termes de formation. Voilà. Merci beaucoup Isabelle de nous avoir présenté tout ça. Alors, vous avez eu le soutien de la BPI pour l'innovation et le label Finance et Innovation 2017. Comment allez-vous vous financer? Comment vous financez-vous? Auprès de qui? C'est quoi la prochaine étape? Disons que l'année dernière, on s'est financé ce qu'on appelle du love money, l'argent de gens bienveillants autour de nous, de notre premier cercle. Comme l'a dit Isabelle, on a la forme de travailleuses, de hiteuses, c'est comme ça qu'on les appelle, environ 220 personnes qui travaillent sur la plateforme à temps complet, enfin à temps partiel en complément de revenus. Notre vocation, c'est de faire travailler 10 000 personnes à 3-4 ans. Donc pour ça, il faut effectivement un accélérateur, quelque chose qui nous permet d'aller plus vite. Donc on va lever des fonds au courant de cette année auprès d'investisseurs, je dirais, classiques autour de l'Afrique, autour de l'intelligence artificielle, autour de l'impact social. Donc c'est nos 3 composantes autour de la plateforme. Donc voilà, on est en phase de levée de fonds. Dans ce sens-là, on est assez confiant parce que c'est un projet qui marche bien et qui... Alors, vous vous rapprochez de réseaux pour faire cette levée de fonds. Comment procédez vous? Vous allez faire des conférences à droite à gauche? Alors, Isabelle fait beaucoup de conférences. Elle intervient beaucoup dans les conférences sur ces thématiques. Donc ça nous amène des contacts et des leads. Et depuis le lancement du projet, on est en relation régulière avec des investisseurs qu'on appelle des capitaux risqueurs, en fait, qui nous connaissent et donc qui vont, à un moment donné, se décider pour nous accompagner financièrement et accélérer le projet. Alors, vous avez quelques offres d'emploi à pourvoir, je crois. Oui, tout à fait. Donc, on recherche des stagiaires et des embauches, pré-embauche, on va dire. Donc, un business développement, donc quelqu'un qui va aller nous aider à aller chercher des clients. Un Customer Success Manager, c'est celui qui va rendre le client content, donc il va faire la relation dès qu'on a signé le contrat, intégration du projet sur la plateforme et s'assurer que tout se passe bien. Et on a détourné un terme d'un poste qui s'appelle Chief Happiness Officer pour l'appeler Chief Happiness Eater. Alors le Chief Happiness Officer dans une entreprise, c'est celui qui va faire en sorte que les employés soient contents. Et donc nous, on n'a pas parlé, mais on a des grandes communautés, donc on utilise les réseaux sociaux et Facebook pour créer des communautés où les jeunes femmes dialoguent entre elles. Et donc on a détourné ça en l'appelant le Chief Happiness Eater. Et donc c'est la personne qui va s'assurer qu'il y a une bonne communication dans les communautés et qu'elle soit le mieux formée pour répondre aux projets des clients. Merci beaucoup Isabelle Machola. Donc on a compris, si on est une entreprise et qu'on cherche du personnel, finalement, il suffit d'aller sur votre plateforme par Internet. Donc on tape ISAHIT, je suppose, ISA, ISAHIT. Et je pense que Philippe Sueur veut intervenir. Comment vous rémunérez-vous? Alors, aujourd'hui, on se rémunère par... on a levé, comme Philippe a dit... en septembre, quelques capitaux, donc à travers la Love Money, les subventions, etc. Donc c'est par ça qu'on se rémunère d'une première partie. Et aussi on a des clients, et donc les clients nous payent, donc c'est une partie, voilà, on se rémunère comme ça. Et où êtes-vous logé? En incubateur, en pépinière? Alors on est en fait, on est dans le 84, notre société est basée dans le 94, mais on est logé aujourd'hui chez un incubateur qui s'appelle Make Sense. Make Sense est un incubateur de start-up à impact social. Donc, au sein de cet incubateur, il n'y a que des start-up qui essayent de transformer le monde, de le rendre meilleur. Voilà. Voilà, donc à quoi sert un incubateur? Merci de l'avoir expliqué.
On part tout de suite pour la chronique du jour, c'est la chronique immobilière. Donc Larissa, quel secret aujourd'hui? Alors, on va parler des parcours des combattants des Français pour devenir propriétaires. Donc voilà. Très bien. Donc effectivement, en France, il faut en moyenne 7 ans à un acheteur potentiel pour se constituer un apport personnel suffisant. Et donc c'est là mon secret, c'est 2 ans de plus que la moyenne mondiale. Donc devenir propriétaire en France, c'est vraiment un vrai parcours de combattant. En effet, si la plupart des locataires rêvent d'acheter leur résidence principale, à peine 60% y parviennent. Il faut dire que l'achat d'un logement à crédit n'est pas chose aisée. Pour obtenir un prêt immobilier, un apport personnel est souvent exigé par les banquiers. En France, un acheteur met en moyenne 7 ans à épargner la somme nécessaire. C'est d'ailleurs le pays où la constitution d'un apport prend le plus de temps, loin derrière le Royaume-Uni où cette moyenne est que de 3 ans. Mais c'est sans compter bien sûr le soutien financier des parents, facteur déterminant. Donc parmi ceux qui réalisent leur premier achat immobilier, près d'1 sur 3 espèrent donc obtenir cette précieuse aide. Donc soit 10 points de moins que la moyenne nationale. 2 tiers des primo-accédants en Chine en fait bénéficient d'aide de leurs parents. Merci beaucoup Larissa. Donc on vous retrouvera dans 15 jours car la semaine prochaine c'est les vacances. Je ne fais pas d'émission pendant les vacances scolaires sauf peut-être lundi parce que je vous avais parlé d'une arnaque qui est en train de se faire auprès des chefs d'entreprise. C'est pour tous ceux qui font de la demande via le FSE, mais je vous explique tout ça lundi. Je viens spécialement pour vous donner ces infos. Soyez à l'écoute dès lundi matin 9h. En attendant, Philippe Sueur, peut-être un mot de conclusion? Oui, quelques mots, parce que tout ce que nous venons d'échanger accuse une véritable révolution comportementale et sociétale. On était habitué à des mutations tous les 50 ans, tous les 100 ans, même à une autre époque. Aujourd'hui, nos mutations sont extrêmement rapides. On peut avoir une mutation sociétale en moins de 10 ans, en 5 ans. Tout ce qui vient d'être dit est absolument vertigineux. C'est passionnant. Nos actuels lycéens ou étudiants n'en ont pas toujours la conscience. Que ça soit passionnant, et il faut qu'ils en soient des co-acteurs. Il ne faut pas se laisser porter, se laisser en quelque sorte charrier par le torrent, parce que c'est un torrent tout ça. Et au cœur, c'est l'homme. Si nous ne maintenons pas un humanisme économique, un humanisme sociétal, eh bien, nous allons sans doute là vers de très grands risques, parce que c'est l'humanité, dans sa définition, dans ses aspirations, dans sa spontanéité, dans son génie, qui pourrait être mis en cause. Merci beaucoup à vous tous pour votre présence ce matin. On va se quitter en musique parce que l'équipe d'Isabelle Durand arrive. Je vous propose une jolie chanson, celle de Sia, The Greatest, car ça fait partie de vos succès 2017. Au revoir. C'est trop tard. Et voilà. Merci, c'était super. En fait, que vous soyez venus parce que les sujets